Madame la ministre, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en 2022, a reconnu elle-même que depuis l'arrivée des acteurs privés dans le champ des crèches, les pratiques n'avaient jamais été investiguées sous l'angle de la protection économique des consommateurs. Clauses illicites contraires au code de la consommation, clauses présumées abusives sur les modalités de réservation des places en crèche, communication mensongère, allégations trompeuses, ces pratiques sont nombreuses et préjudiciables pour les familles. Dans le même temps, plusieurs ouvrages récents sont venus mettre en lumière des pratiques de gestion low cost de certains groupes privés, dont People et Baby, des logiques de rentabilité et de croissance qui ont conduit à la dégradation des conditions d'accueil des enfants, à leur mise en danger, parfois même le décès, et des dégradations des conditions de travail des professionnels. Madame la ministre, comment est-ce possible que, malgré les alertes de la DGCCRF, malgré le retrait de la Caisse des dépôts et consignations de l'actionnariat de People et Baby, pour gestion opaque, malgré le lancement de différentes enquêtes IGAS demandées par des ministres, malgré de nombreux articles qui renseignent sur la fortune immobilière et mobilière des anciens dirigeants, alors que dans le même temps, le groupe People et Baby a affiché une dette colossale et rognait sur les couches, les repas, les dépenses de personnel, malgré l'exclusion de ce groupe de la Fédération des crèches privées dès 2011 pour pratiques déloyales, malgré les millions d'euros d'argent public, l'argent de la CAF, qui ont transité dans ce groupe, rien n'a été entrepris face à ce qui était notoirement un système organisé. Alors que la lutte contre la fraude fiscale, on en a beaucoup parlé pendant le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, est un enjeu majeur de souveraineté et de redressement des comptes publics. Pourquoi la direction des vérifications nationales et internationales n'a pas été sollicitée? Elle est chargée du contrôle des grandes entreprises. Pourquoi le nouveau conseil d'évaluation des fraudes dédié à l'évaluation du montant des fraudes aux aides publiques ne s'est-il pas vu confier une mission sur les grands groupes de crèches privées? En attendant, en octobre, les salariés de People et Baby n'ont touché qu'un acompte depuis régularisé. Lutter contre les fraudes, c'est garantir aux Français que les deniers publics sont bien utilisés, affirmait une ministre des Comptes publics. Que compte faire Bercy dans le dossier de fraude de People et Baby, aujourd'hui en pleine procédure de sauvegarde? Monsieur le ministre, le changement climatique intensifie les sinistres liés à des phénomènes naturels. En Dordogne comme ailleurs, c'est particulièrement vrai pour le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Il est urgent de réformer les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle afin de mieux répondre aux attentes des territoires. 2 arrêtés ministériels publiés en 2024 rejettent la totalité des demandes des 170 communes de Dordogne au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l'année 2023. Ces critères complètement déconnectés des réalités du terrain ne répondent pas aux attentes des maires et des habitants touchés. Les sinistrés qui constatent quotidiennement l'aggravation des dégâts sur leurs bâtiments ressentent ces décisions comme une profonde injustice. Les données météorologiques reconstituées à partir de carrés de 8 km de côté, utilisées pour évaluer l'intensité anormale d'un phénomène, proviennent exclusivement de Météo France. Pourtant, elles ne sont pas systématiquement accessibles, ni même précises pour justifier les rejets. Il est urgent de modifier la méthodologie en intégrant les données locales, notamment celles fournies par les chambres départementales d'agriculture. Ces organismes disposent d'informations hydrométéorologiques précises, comme la pluviométrie, l'ETP et les bilans hydriques. Ces données collectées en temps réel et sur des bases ultra-locales offrent une vision bien plus fine des phénomènes climatiques que celle de Météo France. Elles sont aussi plus accessibles grâce à des plateformes partagées avec les techniciens et les agriculteurs. Monsieur le secrétaire d'État, allez-vous enfin prendre en compte ces données locales dans les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle? Cette démarche permettrait de garantir des décisions plus adaptées, plus justes et plus transparentes au bénéfice des élus et des sinistrés de notre territoire. Monsieur le ministre, en 2021, à l'occasion d'un déplacement en Corrèze, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé que des agents d'administration centrale en poste en Île-de-France seraient redéployés dans des villes candidates à les accueillir. Le 16 mars 2022, il communiquait sur les 20 villes retenues, parmi lesquelles figurait celle de Cahors, appelée à recevoir en centre-ville une antenne de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. En tant que maire, j'avais salué cette initiative qui renforce le lien de proximité entre l'action publique et les Français, qui offre une opportunité de développement au territoire et qui répond à l'aspiration de nombreux agents de travailler dans un autre cadre de vie. La relocalisation de ce service a été programmée pour l'horizon 2025 et le chef de l'IGGN s'est récemment rendu à Cahors pour évoquer les modalités concrètes d'installation des 32 agents concernés. Mais aujourd'hui, des incertitudes semblent peser sur ce redéploiement,
j'ai interrogé le 13 novembre dernier le directeur général de la gendarmerie nationale, qui m'a indiqué que les plans de relocalisation du ministère de l'Intérieur sont actuellement remis à l'étude au regard des coûts importants induits par ces transferts. Un renoncement de la part du gouvernement serait jugé inacceptable et une telle décision décrédibiliserait les élus qui se sont démenés sur le terrain pour faire aboutir ce projet et qui l'ont publiquement annoncé. Monsieur le ministre, pouvez-vous me confirmer que l'engagement pris par l'État de procéder à la relocalisation de ces services de l'État sera bien honoré? Monsieur le ministre, pour votre réponse, je n'entends pas l'argument budgétaire. Je le regrette, mais nous sommes dans des locaux qui appartiennent à l'État et qui avaient été abandonnés parce qu'il y avait une recentralisation des services de l'État. Vous savez à quel point les préfectures ont été particulièrement touchées. Donc je considère que c'est un retour normal des choses et qu'il doit y avoir aussi un effort de l'État pour occuper ces locaux qui ont été abandonnés. Je le dis, un État qui ne tient pas ses engagements, c'est un État qui porte atteinte à la confiance en laissant la colère ronger les territoires. Le respect de la parole de l'État, c'est un principe de crédibilité, c'est un principe de continuité, un principe qui vaut pour votre gouvernement comme pour celui qui pourrait vous succéder. Monsieur le ministre, depuis son annonce en 2022, le projet d'installation de stockage de déchets dangereux à Hersin-Coupigny dans le Pas-de-Calais suscite l'inquiétude générale sur le territoire. Le 18 octobre dernier, le groupe Veolia et sa filiale Sarpi Mineral France ont déposé une demande d'autorisation environnementale auprès de la préfecture afin de créer cette zone de stockage. Depuis 3 ans, les élus des communes directement concernées s'opposent à ce projet, tout comme le conseil départemental et le conseil régional. L'inquiétude grandit du fait que l'actuelle installation pour déchets non dangereux, par dérogation du ministère de l'Agriculture, reçoit des déchets dangereux, comme récemment 150 tonnes de cadavres d'animaux très dégradés. Cela soulève légitimement des craintes sur la nature des déchets que pourrait accueillir la future ISDD si Sarpi obtenait également de telles dérogations. L'incompréhension s'ajoute à l'inquiétude, le projet prévoyant le stockage de déchets dangereux provenant d'autres régions qui représentent un quart du territoire de la France métropolitaine. Enfin, ce projet cumule des effets délétères pour les conditions de vie et de santé de la population, mais aussi en termes de protection de la nature et de la biodiversité, en particulier pour le parc départemental de l'Ain voisin. Monsieur le ministre, pouvez-vous prendre formellement dans l'engagement de ne plus accorder aucune dérogation permettant le stockage de déchets dangereux dans l'actuelle installation destinée au stockage de déchets pourtant non dangereux? Êtes-vous prêt à entendre les légitimes craintes exprimées par les habitants et les élus locaux en mettant un terme à ce projet d'installation de stockage de déchets dangereux et à entreprendre la recherche d'un autre lieu d'implantation? Les craintes sont vives, Monsieur le ministre. Merci de les entendre et d'en prendre la pleine mesure. Madame la ministre, le nombre de détenus en France a atteint un nouveau sommet en septembre avec 78 900 détenus. Le record tombe mois après mois puisque le garde des Sceaux, lors de sa dernière audition à la commission des lois, nous disait que c'était 450 de plus tous les 3 mois. En matière de surpopulation carcérale, la France figure malheureusement parmi les mauvais élèves de l'Europe, en 3e position derrière Chypre et la Roumanie. On le sait, la politique carcérale en France, c'est la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. À Gradignan, en Gironde, le nouveau bâtiment tant attendu a été livré en mai 2024, mais il est déjà en surpopulation avec 140 matelas au sol et un taux d'occupation de 140%. Et d'autre part, il n'est pas vraiment au maximum des conditions pour exercer le métier de surveillant. J'ai été alertée par les surveillants, pas de brouilleur, pas de dispositif anti-drone, des fenêtres en PVC trop fragiles qui brûlent et qui sont déjà dégradées. Le garde des Sceaux a annoncé un plan drone très prochainement. Pouvez-vous nous donner des éléments sur ce point de manière à ce qu'on puisse rassurer les surveillants pénitentiaires? C'est moi, Madame la ministre, qui vous remercie pour les éléments de réponse concrets que vous avez donnés, en partie sur la fin de votre réponse. Je voudrais vous dire que la semaine dernière, une délégation de l'administration pénitentiaire de Gironde est venue visiter le Sénat. Je les ai accueillis.
Ils m'ont fait part de leur inquiétude renouvelée. Donc, je veux bien que ça soit une histoire de câblage, mais en tout cas, c'est toujours pas en place et on est début décembre. Je surveillerai avec beaucoup d'attention et je vous ferai un retour. Je ferai un retour au garde des Sceaux, s'il est encore des nôtres, pour faire le point sur cette question-là. Madame la ministre, ce sont deux terribles nouvelles qui viennent de s'enchaîner pour les patients français atteints de la sclérose latérale amyotrophique, plus couramment appelée maladie de Charcot. Le 10 octobre 2024, la Haute Autorité de Santé a refusé d'accorder une autorisation d'accès précoce à l'un des principaux traitements, le Qalsody, qui vise à ralentir, voire à stabiliser la SLA SOD1, une forme rare de cette maladie. Plus récemment, jeudi dernier, cette même autorité a également émis un avis défavorable pour le remboursement de ce traitement. Cet avis ne correspond pas à une décision définitive, mais il oriente fortement l'assurance maladie dans son choix. Madame la ministre, ces décisions sont incompréhensibles pour les dizaines de patients atteints dans notre pays. Ils sont pourtant les plus à même de dire si ce traitement fonctionne ou non face à cette pathologie neurologique évolutive. Dans mon département, la Loire, une patiente qui a pu suivre ce traitement depuis le diagnostic de cette maladie, sous les conseils avisés d'une équipe médicale, a constaté une réelle stabilisation de son état. Plusieurs résultats médicaux permettent d'attester scientifiquement cette stabilisation depuis la mise en place de ce traitement qui est approuvé par l'Agence européenne du médicament depuis le 22 février 2024. Et les exemples ne manquent pas dans d'autres départements. Alors que nous avons ici même adopté une proposition de loi pour améliorer la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique et d'autres maladies évolutives graves, grâce au courage de notre collègue sénateur Gilbert Bouchet, ces deux avis semblent totalement aller à contresens et poussent les patients à trouver des solutions pour pouvoir se payer un traitement à plus de 30 000 €. C'est malheureusement une question de vie ou de mort pour eux. Madame la ministre, j'ai écrit à ce sujet au Premier ministre le 30 octobre dernier et il n'est aujourd'hui plus possible d'attendre pour tous les patients atteints de cette terrible maladie. Dans la lignée des annonces qui ont été faites hier sur le remboursement de certains médicaments, le gouvernement doit agir pour permettre l'accès précoce et le remboursement de ce traitement. Et ma question est simple, Madame la ministre, que compte faire le gouvernement sur ce sujet urgent ?